D'abord, un bonjour, je dirais un peu tardif, puisqu'il est quand même 11 h du matin. Je voudrais vous dire à tous ceux que je connais et qui sont présents, ils sont nombreux, et à celles que je connais, donc les nombreuses femmes aussi, d'abord que je suis ravie que vous ayez pu évidemment m'inviter pour que je puisse simplement témoigner, et témoigner en tant qu'expert comptable, non pas au nom, vous imaginez, du Conseil supérieur, qui a son propre avis, mais en tant que présidente d'honneur du Conseil de l'Ordre de Paris, Île-de-France. Donc j'ai été présidente à l'époque en 2001-2002, succédant à William Nahum et avant Jean-Claude Spitz. C'est à ce titre que je témoigne aujourd'hui. Donc ça, je voudrais y mettre évidemment ce qu'on appelle une première réserve, qui est normale. C'est au vu de l'expérience que j'ai eue en tant que présidente de Paris, donc je suis là. Le deuxième point, pourquoi j'ai écrit cet article? D'abord pour vous rappeler que j'ai toujours consacré depuis, je crois, presque 25 ans, à l'époque j'ai démarré, certains m'ont connu présidente des stagiaires et des experts comptables stagiaires de cette fameuse annexe, l'Association nationale des experts comptables stagiaires. Puis j'ai créé le club des jeunes experts comptables pour favoriser l'installation. Et à ce titre-là, ensuite, au niveau de Paris, je me suis investie dans des missions d'évaluation. J'ai créé une base documentaire qui fonctionne toujours au niveau du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, la base entrepriseévaluation.com. Et j'ai fait des universités d'été là-dessus. Donc je consacrais bien à l'époque du temps pour inscrire l'ensemble de notre profession dans des missions d'appui et de développement aux PME. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans les régions, dans les départements, ces missions d'appui et de développement des PME. Et pourquoi? Pour faire grandir nos PME. Donc quand on venait voir les experts comptables, on venait les voir parce qu'ils apportaient cette mission d'accompagnement au conseil. Et ensuite, rappelez-vous, pour certains, j'ai créé la partie prévention-traitement des difficultés. Parce que j'avais pris conscience qu'il fallait aussi qu'on soit des hommes et des femmes de la gestion de crises aiguës. Et donc tout ça pour vous dire que spontanément, naturellement, il était de mon devoir, me semble-t-il, en tant que présidente d'honneur de cet ordre, de dire par rapport à ce visa fiscal, que dès lors que nous, les experts comptables, on aurait à connaître de ce visa fiscal, on restreindrait tout naturellement nos missions de conseil. Comment peut-on imaginer, c'est ce que j'ai dit à mes confrères hier, à Brest, à Rennes, où j'étais pour le Tour de France de la commande publique, qui n'a rien à voir avec le visa fiscal, mais j'ai quand même pu m'entretenir avec un certain nombre de confrères, et dire comment peux-tu en même temps fabriquer et vouloir contrôler là où on a fait en sorte qu'au niveau de la compagnie des commissaires aux comptes, on fasse cette séparation. Donc ça c'est le premier point qui m'a permis réellement d'écrire cet article et de me dire que j'étais à vos côtés dès lors que vous n'aviez pas démérité. Et pourquoi je le dis comme ça? Parce que la compagnie des commissaires aux comptes, quand il y a eu H3C, on a bien dit les commissaires aux comptes français n'ont pas démérité. Le scandale Enron, c'était pas chez nous. Pourquoi nous mettre une autorité de régulation? Et donc aujourd'hui, quand je vois ce qui se prépare, 1, on limite les missions de conseil de la profession. 2, on assure un flou au niveau de notre image. Comment un client, une PME, va-t-elle en même temps se dire « je vais dans un cabinet pour obtenir un visa fiscal » et en même temps, va-t-il m'orienter vers mes décisions ou mes positions fiscales? Ce n'est pas envisageable pour un client, et encore moins pour un certain nombre de cabinets. Donc on va se retrouver à assurer un flou au niveau de nos missions par rapport aux clients, là où on a consacré 20 ans, 25 ans, pour dire on est dans la partie conseil. 2, le point qui me paraît tout aussi essentiel, c'est qu'il y a des cabinets, notamment le mien, on va faire simple, qui ne vont pas, si le visa fiscal revient, puisqu'on sait bien que les 2 amendements ont été retirés, hein, mais s'il revenait, on peut toujours imaginer serpent de mer par le Sénat ou par la loi de finances, s'il revenait, moi, mon cabinet ne prendrait pas. Par contre, il y a des cabinets, on sait, des grands cabinets de grande notoriété, qui se préparent. Qui préparent ce qu'on appelle un process, une organisation. Et ça, je me dis, entre les cabinets qui ne vont pas se préparer, souvent les petits cabinets, c'est-à-dire donc 85% de nos confrères, entre les cabinets comme moi qui vont dire qu'on se consacre réellement au conseil, et entre les grands cabinets ou d'autres moyens qui vont se préparer, on va avoir une profession à plusieurs niveaux. Ce qu'on n'avait jamais voulu. Donc c'est tous ces arguments-là qui me font penser que réellement, non pas qu'il fallait que je vous appuie dans un esprit de corporatisme, mais que je consacre à ma profession ce que j'appellerais les bien fondés, les arguments nécessaires dans l'objectivité qui me paraît être le vrai débat de la profession. Il faut parler d'un débat. Aujourd'hui, vous êtes au courant qu'il y a un blog qui s'est ouvert, francilien, au niveau du Conseil de l'Ordre, contre la suppression des commissaires aux comptes dans les SAS.
il était normal qu'il s'ouvre. Mais à quel titre on n'ouvre pas dans le même temps, toujours au Conseil de l'ordre, puisque ça relève du Conseil de l'ordre, pourquoi on n'ouvre pas un blog? À quel titre on ne parle pas d'un débat sur ce visa fiscal? Ensuite, vous savez bien qu'il y a des confusions entre signature fiscale en Allemagne et au Portugal et visa fiscal. Il faut que j'explique à mes confrères que le visa, c'est l'administration qui délègue sa prérogative, l'administration fiscale, qui délègue sa prérogative. Et que dans le cas de cette délégation, elle se doit d'apprécier les process, l'organisation du cabinet. Donc quand tous les confrères en même temps m'ont dit au Conseil supérieur, les deux syndicats ensemble, puisque très gentiment Jean-Pierre Alix m'a dit, compte tenu de ta créativité, tu vas peut-être pouvoir les rejoindre, tu vas sûrement apporter quelque chose d'intelligent à cette motion du Conseil supérieur, celle du 14 mai, à la session du Conseil supérieur. Moi je me suis retirée quand j'ai vu ce qu'ils présentaient. C'était impensable, et je leur ai dit aux deux. Donc, ça veut bien dire aujourd'hui que je suis d'abord en priorité par rapport à ma profession. Ça, je tiens à l'affirmer. Et je tiens à le consacrer devant vous tous. D'abord parce que vous êtes nombreux à être experts comptables et que vous n'êtes pas schizophrènes. Parce que j'en ai assez de voir certains mis au banc de la société dans un aspect qui ne me paraît pas relever de la bonne modernité d'une grande profession ni d'un grand pays. Donc ça, c'est vrai qu'on ne peut pas continuer à être mis au banc parce qu'on a une fonction. Moi, je me rappelle à l'époque, je venais juste de rentrer à l'annexe, je n'étais pas encore présidente, donc à cette association nationale des experts comptables stagiaires, quand Édouard Salustro doit s'emparer de cette fameuse loi de la création des centres de gestion. Et c'est vrai, je me rappelle, quand il a dit qu'il faut se mobiliser tous, à savoir, mettez-vous président. Donc ça, c'était un sacerdoce. Est-ce qu'on avait envie à l'époque de se mettre président? Moi, j'étais un peu jeune, je ne pouvais pas. Et de près ou de loin, on ne m'a jamais vu. Mais je constate que ma profession, et vous êtes un certain nombre, vous l'avez fait, vous y avez consacré du temps, vous y avez mis de l'énergie, et vous êtes dans une autre mission que la nôtre. À savoir que c'est une mission de prévention, et de prévention fiscale. Donc c'est vrai qu'un jour, on a eu à raisonner pour vous, quelle différence y a-t-il d'une prévention fiscale à une prévention économique? Il n'y en a pas. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à des missions de prévention utiles au TPE dans le cadre des centres de gestion. Mais on est d'abord chez vous en prévention fiscale, et pourquoi pas en prévention économique. Alors que nous, nous sommes vraiment en appui et en développement, en charge de nos PME. Et que ce soit des missions d'évaluation, ou que ce soit des missions de prévention, traitement des difficultés, dans les arbitrages qu'on doit faire, dans le choix des procédures qu'on doit faire, ou que ce soit dans les missions qu'aujourd'hui on a ouvertes au Conseil supérieur, qui sont des missions, je ne sais pas si vous avez vu, comme on est à quelques jours de l'ISF du 15 juin, on a ouvert un site de mise en relation chez Oseo, qui est un établissement public national, puisque je suis présidente du secteur public, et on a ouvert un site de mise en relation qui s'appelle PME Investisseurs ISF. PME, faites-vous connaître à des investisseurs qui se présentent sur le même site. C'est le seul site original, innovant, unique en France qu'on a ouvert entre le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et Oseo. Et qu'est-ce qu'on y a mis? On y a mis un questionnaire pour la PME pour qu'elle se présente aux investisseurs. Et qu'est-ce qu'on y a mis dans ce questionnaire? Dès lors qu'un investisseur rentre chez vous, valorisez-vous. Vous n'allez pas lui demander de rentrer dans votre capital au nominal. Donc il faut bien que vous valorisiez. Qui va valoriser la boîte? C'est bien nous, experts comptables, puisqu'il y a le Conseil supérieur et Oseo. Qui va déterminer la prime d'émission? C'est bien nous de ce fait. Qui va faire la renonciation au droit de souscription pour qu'il n'y ait que l'investisseur ou les investisseurs? Qui va faire le pacte d'actionnaires dès lors que ce n'est pas un seul investisseur? Parce qu'on sait bien qu'il y a 85% des investisseurs ISF qui payent moins de 2000 €. Donc peut-être ils vont se mettre à 10, à 15 pour venir sur la PME. Qui va faire cette mission? Ce sont les experts comptables. C'est une mission qu'on a abordée, en ce qui me concerne, en prenant juste ce que j'appellerais des petits fonds, c'est-à-dire des 10 000, des 20 000, des 30 000. Parce que vous vous souvenez tous que quand on parle des business angels ou des fonds d'investissement, on a besoin souvent des cabinets et c'est souvent les plus gros qui viennent là-dessus. Mais ma profession n'est pas du tout sur cette mission-là. Et j'ai souhaité, toujours pour consacrer notre mission de conseil, d'appui aux entreprises, que quand une entreprise recherche des petits fonds, même des 5 000 €, des 10 000, des 15 000, des 20 000 qu'elle ne trouve pas, elle puisse s'inscrire sur ce site. Ça se fait couramment aux États-Unis, ces sites de mise en relation, c'est un autre terme, vous le connaissez, mais parlons français. Quand j'apporte au niveau de l'accompagnement, comment répondre aux appels d'offres? Parce qu'on a un marché de 120 milliards. Et que ce sont les experts comptables qui sont actuellement dans l'annuaire des accompagnateurs. Tous les experts comptables, membres du club secteur public, qui se sont formés à la réponse aux appels d'offres, sont présents. Il y en a 500 aujourd'hui
dans l'annuaire des accompagnateurs. Donc vous voyez bien que d'abord, ma première fonction, j'insiste sur ce point-là, c'est vrai que c'est comme ça qu'on me connaît, me semble-t-il, c'est vraiment d'être toujours en appui et en développement de PME. Et donc, du fait que je différencie vos propres missions de prévention et dans lesquelles vous n'avez pas démérité, je suis évidemment tout à fait ravie que dans le cadre de 2 amendements, évidemment, ils soient retirés. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Je vous ai parlé de ma profession, j'ai parlé de vous, parce que je reviens même à vous, centre de gestion, et à l'ensemble des salariés des centres de gestion. On a fait ensemble un parcours, je disais, avec Édouard Salustro, qui vous a demandé de vous engager, de plus de 30 ans. On a fait un parcours qui permet aujourd'hui de dire qu'on a tenu, vous, en ce qui vous concerne, l'objectif de la transparence fiscale qui était nécessaire. Je me souviens que j'ai fait un 3e cycle de fiscalité. À l'époque, on disait un DESS. On ne dit plus ça, maintenant on dit un master. Mais je me souviens, en ayant fait ce 3e cycle de fiscalité à Nanterre, qu'on était encore avec les forfaits. Donc la transparence fiscale, elle est là aujourd'hui. Et elle est là parce que la profession a accompagné les centres de gestion. Et parce que vous, centres de gestion, vous avez travaillé dans ce sens-là. Donc quand l'administration fiscale nous soutient, parce que je voudrais quand même vous dire que lors de l'écriture de cet article de la Tribune du 13 mai, j'ai quand même eu des réactions de la DCASPL, la Direction Commerce, Artisanat, Services, Professions Libérales, en l'occurrence le numéro 2, et qui m'a dit, nous, on ne peut pas évidemment s'engager et vous dire quoi que ce soit d'autre que on est favorable à ce que vous écrivez. Donc il y a bien une position en tant que telle de l'administration fiscale lourde à ce sujet. Tout à l'heure j'ai essayé d'appeler Maxime Gauthier parce que je connais bien, on est dans une même association de parité, donc je l'ai appelé pour voir un peu ce qui se profilait dans les jours et les semaines à venir. Donc vous voyez bien que je m'intéresse d'abord à ma profession, ça me paraît essentiel. Bien sûr, je m'intéresse à vous parce que vous êtes dans le dispositif de cette transparence fiscale qui me tient à cœur. Et bien, quand aujourd'hui on a, par exemple, je prends cet exemple, décidé de faire disparaître les 20%. Pourquoi on a fait disparaître les 20%? Et qu'après on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de casting, on avait oublié les centres de gestion. Et que du coup on a fait la majoration des 25%. Pourquoi on a fait disparaître les 20%? Pour assurer la transparence au niveau de l'Europe. C'est venu de là. On ne pouvait pas se comparer avec les autres pays européens. En plus des niches fiscales sur lesquelles ils sont en train de retravailler, il y avait les fameux 20%. Donc comment se comparer avec des 20%? C'est venu de là l'idée. Personne ne se rappelle, mais il y a eu un rapport là-dessus. Et donc, de ce fait, la seule chose, c'est qu'ils ont oublié, comme je dis quelquefois, pourquoi vous n'avez pas fait une analyse un peu plus fouillée? Un peu ce que je dis, quand Jean-Pierre Alix me dit, Agnès Bricard, à quel titre tu interviens? Je dis, j'interviens en tant que présidente d'honneur de l'Ordre des experts comptables. Mais il est clair en tant que tel qu'on m'a toujours vu me consacrer dans cette profession au conseil. Donc il était normal, et que je continue à dire, qu'on développera le chiffre d'affaires de cette profession, on développera l'envie de la jeunesse à rentrer dans la profession. Il y a des professeurs, j'en ai vu à Aix-en-Provence, j'en ai vu à Paris, qui sont tout à fait favorables à la position qu'on prend. Et dans la profession, à travers cet article, parce qu'on est un certain nombre, je pense, au niveau de la base, à dire, c'est vrai qu'on ne peut pas amener ces positions, qui vont de toute façon, poser des vrais problèmes dans ce que j'appellerais la profession va-t-elle fonctionner à 2 ou 3 niveaux. 2, dès lors qu'il y aura des sinistres fiscaux, est-ce que je vais avoir un H3C bis? Alors je l'ai dit en session du Conseil supérieur, ça. Ils ont entendu les 66 élus. H3C bis m'ont dit sûrement pas. Mais si, parce qu'il va y avoir des sinistres. À 50 € le visa fiscal, tout le monde va y rentrer, et qui et n'importe quoi. Et quand on me dit les contrôles de qualité se feront par le Conseil supérieur, qui prévoit au moins qu'il y a 10 000 cabinets sur 18 000, admettons, qui vont s'inscrire au visa fiscal, quid de 3 500 contrôles par an sur 3 ans, puisqu'il faudra bien faire passer les cabinets. Donc tout ça me fait dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte. Je me souviens de cette époque où on parlait de la signature fiscale. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte. On a un contexte d'AGC. C'est ce que je dis à mes confrères. Mais comme ils n'ont pas compris les AGC, qui eux risquent, ou elles, risquent de demander leur visa fiscal. Vous risquez de demander, et bien évidemment on l'a vu avec l'amendement, la transformation en AGC. Quand je dis, moi, à l'IFEC, où je suis intervenue, parce que je suis intervenue il y a 2 mois, parce qu'ils étaient en train de parler de vous, ils parlaient de votre disparition. Je leur ai dit, attendez, de quoi vous parlez là? D'une disparition? Mais en quoi? 1, ils ont démérité. 2, il y a des salariés. 3, on est à côté d'eux depuis l'origine avec un vrai accompagnement pour la prévention fiscale. 4, il y a des vraies trésoreries. Ah, ils ont découvert qu'il y avait des trésoreries chez vous. Ah, il y a des vraies trésoreries, oui. Donc ils vont acheter les cabinets, donc ils vont se transformer en AGC. Donc vous faites rentrer 600 concurrents en même temps. Je dis 600, il y a peut-être
un autre chiffre. Donc ça veut dire que dans le même temps, comment vous, expert comptable, quand vous aurez à connaître d'un contrôle fiscal, pour votre client, vous avez mis un visa. Expliquez-moi les redressements. Vous ne pensez pas que le client, là, il va dire, en ce qui concerne les redressements, vous me ferez plaisir de les prendre à votre charge? Parce que le visa fiscal, c'est bien un visa fiscal. Donc je ne vois pas en quoi je serai redressé, ni sur mes charges, ni sur mon chiffre d'affaires. Donc ça veut dire, vous, quand ils me disent, mais pourquoi, par rapport au centre de gestion, tu ne donnes pas les mêmes positions à Agnès? Parce que le centre de gestion, il prend de chez nous les documents fabriqués. Il fait ses contrôles de vraisemblance et de cohérence. Et dès lors qu'il a, admettons, un contrôle fiscal avec des redressements, puisqu'il demande, évidemment, ce document d'administration, dès lors, il demande, vous savez bien, d'autant la mesure et le poids des redressements, il demande l'exclusion. Donc, est-ce que nous, on va exclure nos clients? Deux, si on les accompagne, dès lors qu'on a mis le visa fiscal, je ne peux plus les accompagner. Donc, est-ce que je vais faire rentrer mes avocats fiscalistes, ceux que j'ai toujours mis à côté de moi, mais pas avec moi? Ou alors on fusionne. Donc, voilà ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, il faut, me semble-t-il, d'abord au niveau de cette profession, prendre en compte notre avenir. Un avenir qui doit être aussi grand qu'on a commencé à le faire il y a 20 ans ou 25 ans. Que vous nous avez apporté votre contribution, parce que vous vous êtes préoccupé des TPE. C'est pour ça qu'on vous a accompagné. Et donc, à ce titre-là, je pense qu'il faut, Monsieur le Président, ouvrir ce que j'ai appelé, moi, un blog, pour que la base s'exprime, qui pourrait s'appeler visa-fiscal.com, et qui serait qu'un débat pour faire porter justement l'expérience, le témoignage des professionnels. J'en ferai partie, il y en a à peu près 30, de toutes tendances. Il y a autant de femmes que d'hommes, autant de CF que d'IFE que je ne suis pas syndiquée, autant de régions que Paris. 30, c'est un démarrage. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vont se greffer. Il faut que la profession s'exprime. Elle ne peut pas, sur un débat comme ça, ne pas avoir une tribune, puisque nous savons qu'aujourd'hui, la base ne répond pas de la même façon que nos deux syndicats réunis. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Merci.